Tu crois que je te vois pas? Qu'on le remarque pas? Que tu nous délaisses un peu, que t'as mieux à faire? Un rayon de soleil et le passionné autoproclamé s'évapore. T'es où? T'es au bord de la mer, au bord de la Seine, au bord de la joie? Tu regardes rapidement les matchs qui arrivent, mais bon, on peut faire l'impasse, t'as une partie de pétanque, un open air électro-jazz à Bobigny. 8 degrés, un peu plus de luminosité, et ça y est, le Will Steel du pauvre s'est transformé en tournesol alcoolisé. T'étais pas bien content, les dimanches de novembre, t'étais au bord du vide, ta vie avait plus de sens, tu leur donnais du sel devant le multiplex de 15 heures, devant un vilain Angers et Stack qui t'apportait autant de joie qu'un oasis en plein désert. Elle est où ta gratitude? Maintenant tu nous laisses sur le bord de la route. Comme un vieux couple, tu nous écoutes distraitement te raconter nos journées, tu nous touches à peine, sauf quand t'as rien de mieux à faire. La saison est finie et comme chaque année impaire, tu laisses le foot avec joie, la tienne et celle de tes proches. Comme je te comprends. T'en as eu assez, mon salaud. On va suivre le minimum, les derniers gros matchs en jeu et encore, pas besoin de se rajouter du contenu additionnel. On a pris notre dose et on va recharger les batteries et essayer de plus y penser 2 mois durant. La flamme est bien redescendue et faut pas trop tirer. Et t'es persuadé comme à chaque fin de saison que c'est ta passion qui s'étiole, mais non. Bientôt tu verras. Tu vas te jeter dès fin juillet sur les magazines foot de l'été, tu vas enclencher un onglet foot mercato, les transferts en direct au boulot pour te délecter du transfert de Victor Lekal au Beşiktaş ou des rumeurs quotidiennes sur le PSG. Alors t'as raison, quitte un peu, laisse-nous. Nous on va continuer, tu seras content de nous retrouver à la rentrée, te rendre compte que t'as raté quelques épisodes quand tu voudras te faire un bon gros shoot. Va voir ta maîtresse le soleil comme n'importe quel conjoint infidèle, il viendra un moment où tu reviendras retrouver la chaleur de ton foyer. On va pas te faire une crise de jalousie. On te laisse respirer, va voir tes potes un peu, rappelle-toi que t'as une famille, n'hésite pas à taper dans la balle quand même aussi, et tu reviendras en pleine forme. Écoutez ce qu'on a à te dire. Allez, salut mon pote. Bienvenue à tous, alors je vous rassure, malgré ce que l'intro laisse entendre, ce n'est pas la dernière de la saison, je pense qu'on va s'en envoyer encore une ou deux d'ici l'été, on va vous accompagner jusque mi-juin. Pour celle-ci, casting inédit, un peu l'impression qu'un petit-fils accompagne ses 2 grands-parents à une réunion d'anciens combattants. T'as déjà un peu lâché le foot avec la période estivale aussi ou t'es toujours à fond, Zach? Non, moi je t'avoue que je suis toujours à fond. Malgré l'élimination du PSG, qui j'ai l'impression date d'il y a plus de 6 mois, j'ai réussi à me mettre dans le bain de la Ligue des Champions. J'ai bien vibré hier avec le match City-Real, même si j'aurais aimé une confrontation un peu plus serrée. Mais je suis vraiment intrigué par cette finale là, Inter-Manchester City. Je pense que c'est assez ouvert et que c'est pas du tout donné à City. Je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses. Ok, avec toi, le grand-père numéro uno. Lui, il a pas lâché le foot pour la simple et bonne raison qu'il peut pas bouger de son fauteuil de l'EHPAD de Ponto Combo. Ça va, Motas? Écoute, tout va bien. De retour à l'EHPAD après m'en être enfui, comme tu le sais, depuis l'émission sur Le Havre. Donc, ils m'ont retrouvé. Je te cache pas que c'est pas plus mal parce qu'il me manquait quelques sous pour finir le mois. Donc, on est bien. Il y a mon petit-fils qui est venu me voir. Là, il m'a ramené des gâteaux. Mon petit Zach, ça fait plaisir et on est Bah là. ouais, je pense à toi. Et avec nous pour finir, on le présente encore, mais c'est une légende des ondes. Déjà pendant la Résistance, il animait une radio de foot. Le lièvre argenté est hors jeu. Je répète, le lièvre argenté est hors jeu. Ça va, Alex? Ouais, ça va très bien et ça permet de rendre un hommage aux vieux qui ont brillé hier. Enfin, vieux, c'est relatif, mais je voulais juste un petit mot sur Kyle Walker et Gundogan qui ont été absolument exceptionnels. Et donc voilà, ça a pas que des désavantages de prendre de l'âge. Ouais, bah après les vieux du Real ont été moins exceptionnels. C'est vrai. Euh, les gars, avant d'enclencher le gros sujet, on passe comme d'hab à vos petites recos. Qui veut commencer? Bah écoute, pour rester dans la lignée foot, moi je voulais vous recommander le compte Bielsa France qui a retranscrit la conférence de presse de Marcelo Bielsa pour son arrivée à la tête de l'Uruguay. Ça nous a permis d'avoir comme d'hab des phrases assez sublimes du genre avec ses résumés de 3 minutes, le traitement actuel du foot permet de moins en moins de tomber amoureux du jeu. C'est comme si vous ne viviez avec votre femme que le samedi soir. Ou une petite dernière, ce que les êtres humains veulent, c'est être aimés. Il n'y a pas d'être humain qui ne se bat pas pour susciter l'affection. Dans le football, l'affection s'obtient en installant des souvenirs inoubliables dans la mémoire collective. Donc c'est cool parce que les confs de Bielsa, on n'y a pas forcément accès quand c'est pas traduit. Eux, ils ont traduit toute la conférence de presse, donc merci à eux et allez les soutenir en les suivant. Merci Alex. Zach, un petit truc à recommander à nos auditeurs? Ouais, bah écoute, cette semaine, je bossais mon mémoire et je suis tombé sur un documentaire sur Canal+, qui s'appelle Baby-Foot 9 mois dans la vie d'Amel Majri et d'Ikram Chikesh et Jessica Ouara. Et en fait, ça suit pendant plusieurs mois Amel Majri à l'Olympique Lyonnais pour voir un peu sa période de réadaptation
après sa grossesse, parce que c'est un sujet qui est pas souvent mis en avant. Et c'est quand même assez compliqué de revenir de cette période, surtout elle revenait en plus de blessures, d'une rupture des ligaments croisés. Donc c'est intéressant de voir cette période de réadaptation et aussi l'accompagnement des clubs qui est parfois très bien comme parfois assez catastrophique sur ce sujet. Ouais, c'est un sujet dont on va de plus en plus entendre parler avec l'essor du foot féminin et avec toutes ces choses à cadrer. Motas, une petite reco? Oui, alors c'est une reco un peu triste, mais vous le savez évidemment, là on a eu la journée de lutte contre l'homophobie dans le foot qui a soulevé beaucoup de soucis dans les différents clubs avec l'attitude déplorable de certains joueurs. Bref, on remettra pas le couvert là-dessus. Et du coup, je vous recommande un livre qui était sorti en 2021, qui était assez intéressant sur le sujet. Alors, je vais vous dire la vérité, je l'avais pas lu en entier, mais j'en avais parcouru beaucoup d'extraits, qui s'appelle Adieu ma honte, sur justement un sportif qui parle de ça et du fait qu'il n'a pas pu se développer dans le sport de haut niveau à cause de ces problématiques d'homophobie pesantes dans chaque vestiaire, et hélas, pas seulement dans le football. Ouais, c'est un sujet. J'ai failli le faire en reco aussi. Il y a l'interview, je me souviens plus de son nom. Je suis désolé. Je crois Belkacem, je crois, C'est dans Wissem Belgacem, ouais. C'est lui. dans C'est Quotidien, lui qui qui a était écrit assez ce livre, intéressant, Adieu ma honte. qui était très pédagogue, etc. sur ce sujet. Moi, je vais faire une mini reco foot parce que j'ai bien aimé jeudi dernier. Je recommande, après son but exceptionnel, d'aller écouter l'interview de 3 minutes de Andy Diouf en zone mixte avec le FC Bâle, où il explique justement, il explique tout le jeu du FC Bâle en disant que tout est calculé, que c'est pour ça qu'il gagne toujours sur le fil, enfin bref, il parle pas mal de la tactique de son équipe. Enfin voilà, bon, on l'a vendu 5 millions d'euros, donc je vais pas insister sur ce joueur qui a l'air d'avoir beaucoup de potentiel, mais ça fait du bien d'avoir un joueur qui vient un peu expliquer que en fait ce qu'on voit à la télé, si on voit une équipe sous l'eau pendant 50 minutes, parfois c'est préparé et anticipé, et très intéressant. Les gars, je propose que maintenant on se dirige dans la ville de Rémus et Romulus, là où le foot est éternel et Mourinho aussi. Alors, on enregistre le jeudi 18 midi, donc évidemment, on n'est pas au courant du résultat du soir. Reste que la Roma de José va tout miser dans l'Europa. À 6 points des passes qualificatives pour la LDC en championnat, la Louve n'a plus que ce biais quasiment pour retrouver la Ligue des Champions. Bien engagée après sa victoire 1-0 en phase aller face à Leverkusen, les Romains nourrissent avec leur coach des espoirs de titre européen cette année, ce qui sera un doublé pour le mou, quand même à dire Motas. Alors on s'attaque évidemment à un gros morceau avec la Roma. Il y a énormément de choses à dire. On va pas pouvoir tout balayer en détail. On va essayer d'être le plus complet possible. Et comme d'hab, les gars, je propose qu'on commence par un petit récap historique pour ceux qui se rendent mal compte de ce que peut être la Roma, et qu'on retrace un petit peu le parcours de ce club depuis sa création, voir quel club légendaire c'est. Ouais, alors comme tu disais, on va pas revenir dans le détail de tout ce qui s'est passé à Rome, juste dire que c'est pas un club avec un palmarès monstrueux pour la ferveur qui entoure le club et le fait que ce soit la capitale de l'Italie. Il y a que 3 titres de champion d'Italie, il y a 9 coupes d'Italie, une coupe des villes des foires et évidemment la victoire en Conference League l'année dernière. Et si on remonte dans le temps, en fait, il faut remonter aux années 1920. Alors vous savez que après la Première Guerre mondiale, l'Italie est dominée par une tendance qu'on appelle le fascisme. Et le foot sert beaucoup de soft power en fait pour valoriser l'unité nationale. Il y a historiquement les grands clubs du Nord qui existent déjà, donc l'Inter, Milan, la Juve, le Torino évidemment qui est une grosse place forte du foot à cette époque-là. À l'époque, à Rome, du coup, il n'y a pas un grand club de foot, ce qui est une forme d'anomalie. Et évidemment, il faut que ça se règle. Du coup, en 1927, il y a 3 clubs qui décident de fusionner. Et le 7 juin 1927 est créé l'AS Roma. Alors, à l'origine de cette fusion, il y a un homme qui s'appelle Italo Foschi, qui est le premier président de la Roma. Et c'est un succès populaire immédiat. Très vite, on choisit les couleurs du maillot et l'emblème qui bougeront pas depuis, qui sont les couleurs or et jaune et rouge, et puis la Louve avec Rémus et Romulus qui sont les fondateurs de Rome. Il y a très peu de titres sur les premières années, mais en tout cas, ce qui marche très bien, c'est la ferveur autour du club. La Roma joue dans un quartier populaire qui s'appelle le Testaccio. C'est un stade en bois à l'anglaise d'environ 20 000 places.
Et il y a un match qui fait un peu date au début des années 30 parce que la Juve survole son championnat mais se fait éclater chez nos amis romains 5-0. Et il y a même un film qui va être tourné autour de ce match et c'est là que naît une première forme de rivalité. Du coup, dans cette période de construction, si le stade est toujours à 90% plein, il n'y a pas pour autant beaucoup de trophées. C'est un jeune club qui galère un peu à se montrer au premier plan. Donc de 1929 à 1940, la Roma ne gagne aucun trophée. Et en 1940, le club déménage à Flaminio, pardon, qui a un stade de 40 000 places, et ils gagnent leur premier titre en 1942. Et il faut savoir, pour l'anecdote, que c'est le premier Scudetto qui est gagné par une équipe qui n'est pas du Nord, c'est-à-dire Torino, Juve, Inter, Milan et Genoa qui dominent outrageusement le championnat. S'ensuit évidemment la guerre et la fin du fascisme. Et là, la Roma va entrer dans une période un peu plus compliquée. Ouais, parce que Isaac, tu veux nous parler un peu de cette période compliquée, toi qui l'as vécue? ouais, alors Je vais je tout pense que raconter. je l'ai moins vécu que Motas et Alex, mais bon, je vais essayer de me plonger dans cette période. Une période bien plus compliquée, comme l'a dit Alex, où en fait la Roma va connaître la seule relégation de son histoire en 1951. Donc après, il y a plusieurs années où il va pas se passer grand-chose finalement pour le club romain. Et si on veut arriver à une sorte de premier âge d'or pour la Roma, il faut arriver aux années 80, où là on va trouver trace des premiers titres pour les Romanisti, avec notamment un Scudetto en 1983, mais aussi 4 Coupes d'Italie au cours de la décennie. Et surtout, ce qui reste comme un des meilleurs souvenirs pour les supporters romains, ou l'un des pires, je sais pas, mais une finale de Ligue des Champions perdue face à Liverpool en 1984. Donc après ça, les années 90, il y a quand même moins de choses à dire. Et c'est là qu'on arrive au deuxième âge d'or, marqué notamment par un joueur en particulier sur lequel on va beaucoup revenir, je pense, Francesco Totti. Mais donc la Roma va à nouveau gagner le Scudetto en 2001. Alors sous Fabio Capello, et aussi après un mercato, franchement un gros mercato. Ils ont notamment recruté Walter Samuel ou Gabriel Batistuta, et donc accompagné en attaque de Vincenzo Montella, et avec Totti en tant que capitaine. Du coup la Roma va rouler sur le championnat et remporter ce titre qui manquait tant à Totti, qui à l'époque était âgé de seulement 24 ans. Et donc c'était un peu les deux âges d'or de la Roma. Et après la suite, ça va être un peu Et il y avait aussi ce bon vieux Mancini sur l'aile gauche, les genoux d'Anthony Réveillère s'en souviennent encore. Ah ouais, Oh là, Anthony Réveillard, ça c'est. tout le monde J'étais s'en très souvient jeune encore. quand j'ai entendu ce nom. Ouais, désolé, je t'ai mis un Ouais. choc mental, Zach. Non, mais Ouais. ce qui est D'ailleurs, on le intéressant ressent de au voir, moment où tu dis Monteya. Tu sais, je Ouais. pense que c'est la première fois qu'on entend ça. Ouais, non, bah mais ce j'étais qui est là. intéressant de voir dans ce qu'on a retranscrit dans l'histoire, c'est d'expliquer, j'allais dire aux plus jeunes, mais en fait même aux gens de notre génération à nous, que la Roma n'est pas tant que ça un club historique d'Italie. Il n'y a pas eu beaucoup de titres, ils n'ont pas brillé, ils n'ont pas eu des périodes très fastes. Ils sont presque moins historiques que le Torino, que le Genoa, etc. Même si c'est le club de la capitale et qu'en fait nous depuis les années 2000, on les voit plutôt sur le devant de la scène. Mais du coup, peut-être qu'on peut en parler de ces choses-là parce qu'effectivement, si le palmarès il brille pas, etc., et qu'il y a beaucoup de clubs qu'on met avant en termes de sport, la Roma il tient quand même une place en termes d'identité en Italie qui est très importante. Bon, après, on le sait, le contexte italien il est différent d'ailleurs en Europe. On est dans ce qu'on appelle le campanilisme. En gros, chacun défend sa petite chapelle. Et la Roma, comme tous les autres, multiplie évidemment les rivalités, parfois même un peu étranges. Donc, je sais qu'il y a une rivalité qui s'entretient par exemple avec l'Atalanta, qui serait partie du fait que l'Atalanta reprocherait à la Roma de lorgner sur ses meilleurs joueurs à chaque fois, alors que bon, Bergame et Rome, ça n'a pas grand rapport, etc. Et évidemment avec la Juve, mais ça en Italie, tout le monde déteste la Juve parce que tout le monde déteste la Juve. C'est comme un principe, tu vois, comme tous les enfants aiment les frites. Et c'est un peu la même chose. Et en termes d'identité, vraiment, la Roma, il représente ce qu'on appelle le club de Rome en lui-même. Et c'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche de l'autre côté chez la Lazio, qui est son ennemi historique, comme l'a dit Alex au début
de la revue historique de la Roma. La Lazio, on leur a proposé également de se réunir en un seul club et à ce moment-là, ils avaient décliné. Du coup, on les voit comme un peu pédants, un peu plus bourgeois, alors que la Roma, on les voit comme le club un peu plus universitaire, un peu plus central de vraiment la ville de Rome. Quand la Lazio, en plus, le nom de la Lazio évoque la Laziale, du coup la région de Rome, donc plutôt les campagnes. Et ça, c'est ces espèces de représentations qu'on a. Parfois, elles sont même un peu fausses entre la Lazio et la Roma. On sait qu'on parle beaucoup de la Lazio comme le club de droite, la Roma le club de gauche, ce qui en fait n'est pas tellement vrai. C'est surtout que la Lazio, c'est le top de la droite néofasciste de la tribune en Italie. Mais en fait, la Roma, dans la Curva Sud, on a souvent des incidents, on a souvent des choses comme des cris de singe, on a déjà vu des saluts fascistes, ce genre de choses. Et du coup, en fait, la Roma, même si elle incarne pas une réussite sportive incroyable, elle incarne quand même une idée de cette espèce de club un peu populaire de gauche de la capitale de l'Italie, qui en plus, dans l'histoire italienne, est contestée, puisque souvent on dit que en fait, les vraies capitales se trouvent au nord, à Turin, à Milan, etc. C'est là où on fait l'argent et que Rome, en gros, ils sont bien sympas, mais s'il n'y avait pas le Colisée dans Rome, ça n'aurait jamais été la capitale. Du coup, ils ont quand même cette représentation d'un foot un peu plus populaire, etc. Même si, bah, comme je vous l'ai dit, parfois c'est un peu galvaudé. Et en fait, c'est surtout l'opposition à la Lazio qui fait que, plus que la réalité concrète de ce qu'est la Roma, quoi. Mais Ouais. donc, c'est pour ça que ça reste une place forte du football en Italie, alors que des clubs comme le Torino, qui sont beaucoup plus titrés, bon, bah, ils évoquent beaucoup moins de choses, sont beaucoup moins romantiques, quoi. Alors que la Roma, ça a une image extrêmement romantique, un peu à l'image de Naples. Et c'est aussi lié au fait, comme l'a dit Alex, que symboliquement, c'est aussi le premier club du Sud à ravir un titre au club du Nord. Pour rappeler à ceux qui n'ont pas forcément ce schéma-là en tête qu'en Italie, le Nord est très riche et le Sud est plutôt pauvre. Donc Ouais. la Roma peut faire un peu porte-étendard de ces clubs du Sud plus modestes par rapport aux clubs du Nord. Comme tu disais, le Torino est finalement perdu dans une cohorte de clubs qui ont du succès dans le Nord. Ce qui est pas forcément le cas avec les clubs du Sud. Vas-y Alex, tu voulais rajouter un truc? Ouais, non, moi je raconte à chaque fois cette petite anecdote qui peut ne pas faire sens, mais pour vous dire, quand il y a eu le remake de Bienvenue chez les Ch'tis en Italie, eh ben, l'équivalent des Ch'tis, c'était les Napolitains. Pour vous expliquer un peu cette vision, ces clichés que les Italiens ont, nous, les blagues potaches. On se rappelle de la banderole du PSG à Lens. Bah, en fait, si on essaye de transposer un peu, voilà, si vous voulez comprendre un peu le raisonnement qu'il y a là-bas, c'est un peu les Italiens du Sud, c'est un peu les bouseux, et nous, on est les gens du Nord, on travaille, on est élégant, on bouge beaucoup, on fait plein de trucs, on parle bien, et voilà quoi. Ok. Et en plus, j'en rajoute une couche sur ce que dit Alex, et il a tout à fait raison d'ailleurs, l'anecdote de Bienvenue chez les Ch'tis, elle est drôle là-dessus. Mais c'est surtout qu'en Italie, je ne sais pas si vous représentez un peu la carte de l'Italie, le Nord, il s'arrête à Venise, quoi. C'est-à-dire que, en fait, ce que les Italiens appellent la vraie Italie, ça représente en termes de territoire moins d'un huitième, je pense, du territoire italien. Donc il y a aussi cette idée en fait, le nord de l'Italie, on est sur cette petite bande passante qui va en gros de Nice jusqu'à Ljubljana en Slovénie. Et c'est nous qui faisons l'Italie. Et vous, le reste, en gros, vous êtes là pour faire pousser les tomates. Et c'est très bien comme ça. Donc, il y a aussi ce truc-là de Rome. En fait, nous, on se dit, on va à Rome, on regarde la carte de l'Italie. On se doute pas du tout que ça a une image de club du Sud. Mais en fait, les Romains, ils sont presque solidaires des mecs de Basilicata et des régions agricoles du Sud, dans le mode, bah, de toute façon, ils ont décidé que la bande nord, c'était 70 km, donc on les emmerde, et nous aussi, on va faire partie du Sud, quoi. Exactement. Ouais, ce qui explique un petit peu tout ça. Du coup, c'est intéressant de voir sociologiquement comment se situe Rome. Et comme tu le disais, finalement, malgré le palmarès, ça reste un porte-étendard et un club symboliquement très important en Italie. Pour revenir un petit peu au sportif, du coup, Zach, on s'était arrêté à la période un peu à l'âge d'or des Totti et des Rossi et autres Montella. Si on avance un petit peu dans le temps pour arriver à ce nouveau projet qui est mis en place, où est-ce qu'on peut se situer comme entre guillemets date charnière du renouveau de l'AS Roma? Bah, on peut la découper en deux parties. Juste pour les plus jeunes qui nous écoutent, il faut savoir que Totti est peut-être un des meilleurs joueurs italiens de sa génération. Normalement,
si le football était un peu comme maintenant, c'est sûr qu'il part au Real et qu'il gagne un ballon d'or, mais il fait le choix de rester à la Roma. C'est aussi ce qui renforce le romantisme autour de ce club, des mecs comme Totti, comme De Rossi, qui ont marqué l'histoire du club parce qu'ils sont restés toute leur vie là-bas. À cette époque, il y a un président qui s'appelle Franco Sensi, qui décède en 2008 d'une crise pulmonaire. Et le club est racheté en 2012 par un entrepreneur américain qui s'appelle James Pallotta, qui va faire des choix assez payants au début, alors que bon, ça va sortir de ma bouche, préparez-vous, mais il va prendre Rudy Garcia et ça va marcher. Le club fait deuxième de Serie A, record de points, 85 points derrière Alors, la Juve qui est monstrueuse. Je tiens à préciser que beaucoup de supporters romanistas disent quand même qu'avec le passage de Rudy Garcia, avec le matériel qu'il avait et le niveau des équipes autour, il aurait jamais dû finir deuxième et gagner le Scudetto. C'est vrai, mais la Juve est quand même assez impressionnante cette année-là. Mais t'as raison, Julien, ils recrutent des mecs comme Strootman. Alors pas le Strootman de Marseille, hein, le vrai Strootman. Il y a Nian Golan à l'époque qui est monstrueux, Gervinho qui sort de sa saison lilloise et qui est très très bon. Donc voilà, ça prend plutôt bien. Ils se stabilisent autour de la deuxième, troisième place. En 2015-2016, ils font troisième, 2016-2017, ils font deuxième, et 2017-2018, troisième. Donc, ils participent aux joutes européennes. Et il y a cette anecdote dont tout le monde se souvient, la fameuse remontada contre le Barça, où le président américain finit dans la fontaine de Rome et sera condamné à une amende et versera 230 000 euros de dommages et intérêts pour restaurer cette fontaine. Parce qu'on ne touche pas à la culture à Rome. Chez le Nord, nous aussi on est riches. Et donc du coup, après, il y a un petit passage un peu plus compliqué pour la Roma ces dernières années. Après la période qu'a décrite Alex, du coup, de cet enchaînement de podium, deuxième et troisième place jusqu'en 2017 et 2018, finalement, après, la Roma va commencer à baisser chaque année en championnat et ils vont plutôt se retrouver à des cinquième, sixième, septième places, donc hors de la Ligue des Champions, plutôt faite pour l'Europa League. Et du coup, ça va s'accompagner par à nouveau une absence de titre et aussi un manque au niveau de l'effectif qui va beaucoup se ressentir. Et donc ouais, ça va commencer à baisser sportivement avec le départ de Totti. Mais alors on va avoir aussi des départs importants, donc notamment le départ de Salah, d'Alisson ou de Strootman, comme disait Alex. Il y a Nainggolan qui va partir, donc finalement l'équipe va se retrouver assez vite déstructurée. Et au niveau du recrutement, il va y avoir pas mal de ratés, notamment sous Monchi qui a réussi à trouver quelques bons coups, par exemple avec Kolarov ou Under. Mais derrière, il y aura aussi beaucoup de ratés qui ont quand même coûté pas mal d'argent. Je pense par exemple à Pastore, que j'adore, mais qui a coûté 25 millions et qui a quasiment pas joué tellement il était blessé. Et il y avait aussi Nzonzi qui a coûté 27 millions. Ou après des joueurs dont on a très peu entendu parler à la Roma, par exemple Defrel, Grégoire Defrel ou Maxime Gonalon, qui finalement se sont pas imposés. Et ce qui explique aussi cette descente dans le bas du top 6. Ouais, donc il y a un peu tous ces choix, va dire discutables, qui expliquent ça. Je pense que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que la Roma est habituée des deuxième, troisième places parce que aussi les ogres étaient complètement out. Ouais. Avec le retour de l'Inter et du Milan, ça a fait beaucoup de mal aussi à la Roma parce qu'il n'y avait pas une politique qui était super structurée. C'est là, comme Alex, tu le disais en off, que Pallotta commence à se faire défoncer par les supporters. Sauf qu'il n'est pas tout seul à mener le bateau. Est-ce que c'est les mêmes hommes qui accompagnent depuis 2015-2016 la stratégie sportive de l'AS Roma ou est-ce que ça a changé? Zach a pris le très bon exemple de Monchi qui, je crois, en 2 ans a dépensé l'équivalent de 230 millions d'euros pour les résultats qu'on connaît. Et c'est vrai que Monchi sort de Séville, tout le monde se dit wow, c'est l'idée du siècle, ça va être génial. Finalement, c'est une catastrophe. Et en fait, ça se passe pas bien. Et je crois que le président sature un peu de perdre de l'argent et de se faire haïr par tout Rome. Il y a même des banderoles qui sont affichées dans la rue pour lui dire de partir. Et finalement, il décide en 2000, je crois que c'est en 2020, il décide de vendre le club en août 2020. Ouais, et c'est un autre groupe américain qui vient. Et là, s'écrit une nouvelle page de la Roma et précisément la page qui nous intéresse aujourd'hui. Ouais, donc ça construit bien depuis 2020. Qui est-ce qui le reprend? Avec quels hommes? Comment s'organise ce nouveau projet? Le président, alors comme a dit Alex, c'est lui aussi un Américain.
mais pas du tout sur le même modèle que Palota. Il est beaucoup moins fervent, entre guillemets, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus froid. Il s'appelle Dad Frinkin, c'est quelqu'un dont on entend très peu parler, qui en fait le reprend et décide de donner les clés sportives à d'autres en se disant, lui, il est là pour investir, pour, évidemment, on va pas se mentir, comme les autres Américains dans le foot en ce moment, faire de l'argent, mais pas sur le modèle Textor, et on en parlera à un moment donné dans ma chronique. Mais justement, il est beaucoup plus froid et il décide de déléguer le sportif à toute une autre équipe. Ok, et c'est... Alex, parce que... Est-ce qu'on connaît les profils justement du sportif à qui on a délégué ça? Parce que leur boulot marche plutôt bien depuis 2020, on commence à en récolter les fruits à la Roma. Ouais, bien sûr. Bah, il y a en fait la première grosse recrue qu'il va chercher, c'est Thiago Pinto, qui est en poste au Benfica depuis 7 ans. Alors, il part aussi parce qu'il y a le retour de Jesus à Benfica et qu'il y a un peu de friture entre les deux. À son palmarès, il arrive quand même à vendre Joao Félix 126 millions à l'Atlético, Ruben Dias 80 millions à City, Raúl Jiménez 40 millions à Wolverhampton. Enfin, bon, c'est un mec qui connaît son métier et en fait qui va travailler de main dans la main avec évidemment José Mourinho, qui est l'autre grosse star qui est nommée à l'arrivée de Frenkie. Donc on part sur un projet américano-portugais, quoi. Ouais, c'est un peu l'idée, mais Thomas l'a très bien dit, en fait c'est un président qui est ultra discret, c'est-à-dire qu'il a fait aucune conférence de presse, il laisse vraiment parler ses hommes de confiance, c'est-à-dire Pinto et Mourinho. Après, on va rentrer un peu dans le détail. Il a l'habitude, hein. À l'origine, il vient du cinéma, c'est un producteur de cinéma. Ouais, on sait que la culture de production aux États-Unis de cinéma, c'est vraiment ça. On reste en retrait, on laisse la starification aux réalisateurs, aux acteurs, etc. Donc je pense que c'est aussi culturel, en fait. C'est aussi de là où il vient. Et c'est pas plus mal parce que pour le coup, il a choisi, comme a dit Alex, des gens qui prennent beaucoup, beaucoup de lumière. Ouais. Donc si... pour pas finir comme dans un truc Bergerot avec son président au PSG qui finissent par à moitié se battre à l'entraînement, bah là c'est un peu pareil. Je pense que ils ont pas choisi ça aussi pour rien, quoi. Et ce qui est ouf juste pour la petite anecdote, parce que tu as parlé du cinéma, en fait toute sa famille est pilote de père en fils. Et il a géré sur le film Dunkerque de Christopher Nolan. Il a été coordinateur aérien pour les prises de vue aériennes. Il a même posé un avion sur la plage. Enfin, en fait, son groupe est diversifié dans dans l'hôtellerie, dans l'automobile, dans l'aviation. Mais lui, c'est un mec qui a des kiffs. Enfin, tu sens qu'il se fait plaisir, quoi. Parce que pour finir par poser un avion dans le film de Nolan, c'est assez sympa. Alors, justement, pour sortir un peu des avions et autres, du coup, il a mis des mecs en place. Avant de s'intéresser à Mourinho, on va revenir un petit peu sur le personnage qui est Mourinho, parce qu'on est obligé d'en parler. Est-ce qu'on peut parler un petit peu sportivement, économiquement, ce que Pinto a fait? Qu'est-ce qu'il a ramené? Qu'est-ce qu'il a envoyé bouler? Comment il a réorganisé cette équipe de la Roma? Pinto, faut savoir que Pinto à Benfica, il était très aimé de la part des joueurs, des supporters, et qu'il était aussi réputé pour parvenir à amener des jeunes joueurs, des talents, que ce soit locaux ou étrangers. Et donc, en arrivant à la Roma, je pense qu'il y a eu un peu la même idée, même si pour l'instant, sportivement, quand on voit l'effectif, ça se ressent pas non plus énormément. J'ai l'impression que la Roma, depuis le rachat, est plus sur la recherche de bons coups à réaliser niveau mercato, avec des joueurs qui vont arriver libres de tout contrat ou en prêt. Du coup, par exemple, on peut se baser sur le mercato de cet été, hein, qui a été très bon et qui a coûté très peu d'argent, avec des arrivées comme celle de Dybala, Matic ou un Belotti ou un Solbakken qui sont arrivés libres. Donc Solbakken, d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'ils l'ont pris en provenance de Bodo Glimt, l'équipe qui les avait explosés en Conference League en poule l'année dernière. Et donc, il avait mis 3 buts en 2 matchs contre eux. Donc, je pense qu'ils ont dû s'en souvenir. Et après aussi, il y a d'autres profils qui ont coûté très peu d'argent, comme Zeki Çelik de Lille, qui a coûté seulement 7 millions d'euros, ou un Wijnaldum en prêt, mais qui malheureusement s'est blessé très rapidement. Mais quand il joue, on sent que ça reste un très bon joueur et qui apporte beaucoup à cette équipe. Ouais, il y a une volonté de la part de Pinto d'aller flairer les bons coups pour pas cher pour l'instant, et de pas être justement un peu l'inverse. Il est un peu l'inverse de Monchi, à dépenser à tout va sur des profils un peu bankable, un peu hype, mais qui finalement dans le sportif amènent pas grand chose, parce que c'est vrai que
qui aurait pu prédire qu'un Smalling aurait pris une telle importance dans un club comme la Roma quand il est parti de United où il était un peu moqué, même Tammy Abraham qui fait vraiment le boulot. Enfin, assez intéressant, assez intéressant tout ça. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter sur Pinto, les gars, ou on ouvre le gros chapitre, José? Ouais, moi juste pour un peu contrebalancer ce que dit Zach, c'est que on parle d'un mercato réussi parce que c'est que des arrivées quasi gratuites, mais bon, c'est des énormes salaires. Enfin, quand tu signes Dybala, évidemment, tu sais que tu pars pour un petit endettement. Mais en fait, s'il a fait tous ces joueurs libres, et c'est lui qui le dit dans une interview, c'est parce que la Roma est très suivie par le fair play financier et que l'un des objectifs du nouveau président, c'était de surtout ramener à l'équilibre après les dépenses un peu folles qu'il y a eu. Je crois qu'on parlait d'une dette à hauteur de 200 millions d'euros qu'il fallait évidemment compenser. Donc il y a eu du bon, il y a eu aussi du moins bon parce que voilà, il y a Mkhitaryan qui est parti, Verretou qui est parti, Sergio Oliveira qui est parti, et c'est des joueurs qui avaient quand même une importance et on détaillera l'effectif après, notamment ce que j'estime être la faiblesse du milieu de terrain. C'est des joueurs qui manquent un peu, cette saison, je trouve. Donc voilà, c'est un peu à mesurer pour l'instant. On est encore en phase d'observation, quoi. Ouais, bien sûr. Après, je pense que c'est un travail qui est en cours. On a vu le succès l'an dernier en Conference League, là cette année l'Europa League. On a l'impression qu'ils prennent les marches les unes après les autres et que l'effectif est en construction doucement. Et il y a un mec qui gère tout ça, c'est José Mourinho, qui est incontournable, qu'on disait cramé après son départ d'Angleterre, etc. Qui mine de rien est en demi-finale d'Europa League après avoir gagné la Conference League, qui faisait plutôt une bonne saison cette année là, même si c'est plus compliqué en fin de saison parce qu'il y a les autres qui reviennent, etc. Mais c'était quand même plutôt pas mal cette année. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le personnage José Mourinho? On va pas pouvoir tout dire évidemment, mais peut-être en dire un petit mot pour ceux qui l'ignorent un peu. J'imagine que les plus jeunes, c'est moins une légende pour eux que pour nous. Mourinho, c'est devenu un des personnages de notre football actuellement. Et en fait, le voir à la Roma, c'est pas rien. Quand je parlais de l'identité du club, en fait, rien de tel qu'un Mourinho pour incarner la Roma. Donc, on le sait, cette année, il continue à faire du Mourinho. Il attaque les arbitres à une conférence de presse sur deux. Il fait des remarques désobligeantes sur tous ses adversaires. Mais c'est aussi quelqu'un qui a une forme de grinta. En fait, il gagne, donc on le sait, il bat Monaco en finale de Ligue des Champions en 2003-2004, si mes souvenirs sont bons. Il regagne la Ligue des Champions ensuite avec d'autres clubs. Il fait des passages remarqués un peu partout. Et en fait, la Roma, il faut bien se rendre compte que c'est le premier qui amène une coupe européenne à la Roma. Donc certes, nous, vu de France, on a ce côté un peu pédant, un peu condescendant, où on se dit oui, enfin, c'était que la Conference League, etc. J'invite tout le monde, si vous avez été impressionné par les images de Naples quand ils gagnent le Scudetto cette année, je vous invite à aller revoir les images de Rome l'année dernière pour l'Europa Conference League. Je pense que la Fontaine de Trévi, elle a dû en gagner de l'argent ce soir-là, tu vois, des amendes de 230 000 euros. Et vraiment, Mourinho, il a ce côté gagneur. Et là, on le voit, il est de nouveau en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Pour Rome, c'est énorme. Dans la ville de Rome, il y a cette ferveur autour de ça. Donc, évidemment, dans le jeu, il y a toujours les réserves qu'on connaît. La personnalité du mec, il y a toujours les réserves qu'on connaît aussi. Mais en fait, pour le peuple romain, ça y est, il est en train de passer un cap où Mourinho, ça reste celui qui nous fait aussi gagner maintenant. Et avant, les autres nous faisaient perdre et nous faisaient pas gagner comme lui nous fait gagner. Donc, même si c'est que l'Europa Conference League, voire l'Europa League plus tard dans la saison, bah, ça reste quelqu'un qui nous fait gagner. Et en Italie, gagner, comme on est dans un foot de chapelle où on défend sa ville contre les autres, etc., bah, c'est toujours important. Et tout le monde et les Romains rappelleront toujours à tout le monde que certes, eux n'ont pas gagné parce que c'est eux qui ont gagné quand Mourinho était là. Oui, et puis comme on le disait, vu qu'avec le rappel historique qu'on s'est fait au début, le palmarès de la Roma, il est pas non plus gargantuesque. Donc un titre européen, c'est quand même pas rien. Après, j'invite tout le monde aussi, une petite reco, etc. Avant-hier, avant le match Inter Milan, Milan AC, sur le Canal Football Club, il parlait de Mourinho sur le plateau et Drogba en a parlé longuement. Drogba en a parlé 4-5 minutes, etc. de la personnalité de Mourinho. Et Drogba, on sait qu'il était assez proche de lui et que c'était un soldat. Et c'est assez intéressant. On sait que Mourinho, quand les groupes adhèrent, ça peut faire très très mal derrière. La vraie difficulté, c'est qu'il peut faire exploser des vestiaires, que le groupe ne peut ne pas suivre et que souvent il laisse des vestiaires en lambeaux derrière lui. Mais quand le groupe suit, ça peut faire des machines de guerre. Tu voulais rajouter un truc, Alex ? Ouais, en fait, ça va compléter ce que tu dis, et c'est une autre cause, c'est le bouquin de Nicolas Villas sur Mourinho. J'avais fait une chronique dessus il y a quelques temps, et en fait,
on le voit comme un meneur d'hommes, un mec un peu qui gueule et qui emmène ses troupes. Mais Mourinho, c'est pas du tout que ça. C'est un vrai penseur. Il a fait la fac de football. Il a été précurseur dans plein de domaines. Et en fait, la question qui se pose toujours avec Mourinho, c'est que t'espères le comeback, t'espères qu'il va réussir à créer cette fameuse alchimie magique qu'il avait créée à l'Inter et qu'il avait créée avant à Porto. Et la question qu'on se pose tout le temps, c'est est-ce qu'il est pas mort le jour où Guardiola lui a mis 5-0 au Camp Nou, tu vois. Donc il y a eu après l'expérience Manchester United, il y a eu l'expérience Tottenham, là il y a la Roma. Et en fait, il y a un truc, moi, dont j'ai l'impression qu'il s'est brisé dans son jeu et dans sa volonté d'être protagoniste. Et où au final, maintenant, quand on regarde les équipes de Mourinho, bah, évidemment que c'est un mec qui est passionnant et je pense que n'importe quel supporter sera ultra fier de l'avoir à sa tête parce que tu sais qu'il défendra ta ville à en crever. Mais en même temps, force est de constater, quand tu regardes ces équipes jouer, bah, maintenant tu t'emmerdes, quoi. Et à part détruire, c'est pas la création qui est au cœur de son projet. Oui, alors après, tu fais bien de le rappeler quand même, je te donne la parole tout de suite, Zach, c'est que pour ceux qui n'ont pas suivi, on a tendance à oublier, parce que Mourinho est devenu un peu le cliché de lui-même, notamment en communication, que c'était un entraîneur précurseur, que c'est le premier de la vague des entraîneurs portugais universitaires, etc., à avoir ramené ces choses-là, et qu'en effet, comme tu dis, peut-être qu'il s'est trop pris la tête et qu'il est trop devenu cliché de lui-même, et que du coup, peut-être que son jeu s'embourbe un peu, parce que la Roma, on va mentir à personne, c'est pas le truc le plus sexy de la Terre cette saison. Zach, tu voulais rajouter un truc sur Mourinho? Ouais, bah c'était juste un peu pour compléter tout ce que disaient Alex et Motas. C'est qu'on a un entraîneur du coup qui est peut-être un peu tombé dans le cliché de lui-même, mais ça a aussi, je pense, fait beaucoup de bien aux supporters de la Roma de le voir arriver. Parce que enfin, la Roma commençait à un peu avoir cette réputation de loser magnifique en Italie à force de faire que des deuxièmes places. Je crois qu'il y en a eu 14. Enfin, c'est énorme. Et du coup, comme Motas disait, ce qu'il faut, c'est gagner des titres en Italie. Et avoir un Mourinho qui arrive à la Roma, c'était quand même une certaine garantie pour un coach qui a gagné quand même au moins un titre partout où il est passé. Alors, sauf à Tottenham, du coup, mais bon, c'est Tottenham, quoi. C'était assez compliqué de faire mieux. Mais ouais, donc c'est là qu'il y a quand même le paradoxe avec le jeu assez médiocre proposé par la Roma, mais d'un autre côté, un titre l'année dernière et sûrement un titre peut-être cette année. Il faut quand même rappeler que Mourinho, il a joué 5 finales européennes et il a gagné les 5 jusqu'à maintenant. Et du coup, Zach, moi je suis d'accord avec ce que tu dis et c'est à ça que je pensais pendant qu'on en parlait et en vous écoutant. Et je suis désolé, j'insiste beaucoup sur le contexte parce que c'est vraiment à chaque fois ce qui m'intéresse beaucoup dans le foot. Mais en fait, pour se rendre compte pourquoi est-ce que ça marche aussi socialement, disons, à Rome, c'est parce que on est dans un foot de rivalité avec l'entraîneur des rivalités. C'est-à-dire que Mourinho, quand il va à Chelsea, c'est que des mots vers Sir Alex Ferguson. C'est l'exacerbation de la rivalité avec Arsenal, alors qu'Arsenal, c'est plutôt Tottenham. Quand il est au Real, comme a dit Alex, c'est Mourinho contre Guardiola, puis ensuite Mourinho contre le reste du monde parce que tout le monde aime Guardiola et pas moi. À l'Inter, on se rappelle quand il se qualifie, il traverse le terrain en hurlant comme si il venait d'avoir un enfant. Enfin, et en fait, du coup, lui, c'est l'exacerbation des sentiments, du romantisme, de la rivalité, du cœur qui se déchire, etc. Et on est dans ce football-là en Italie et dans le club qui, en plus, représente le plus cet état d'esprit-là en Italie. Peut-être avec Naples ou avec certains clubs du Sud, mais en tout cas, et je pense que c'est pour ça que c'est l'alchimie parfaite. Et je regardais, on parlait de Rocco, je regardais un espèce de micro-trottoir qu'on m'a envoyé. Alors, bon, faut être accroché. Moi, je parle pas très bien italien et du coup, j'avais du mal à tout comprendre. Mais en fait, on parlait de jeu, etc., avec des supporters de la Roma et tout le monde s'en foutait. En fait, tout le monde balayait cet aspect-là du truc. C'est-à-dire, on joue mal, on n'en a rien à foutre. L'Italie, au football et surtout dans son championnat, ton équipe, elle n'est pas là pour bien jouer. Elle est là pour taper la Juve. Elle est là pour taper la Lazio. Elle est là pour taper Bergame s'il faut taper Bergame. Et en fait, Mourinho, lui, il adore ces contextes-là. Il adore, il se régale. Il y a le stade qui l'acclame. Lui, il peut insulter aisément les arbitres, les autres, etc. Et en fait, c'est cette espèce d'alchimie qui se passe, quoi. C'est que tout le monde tient son rôle parfaitement. Et le stade est plein grâce à lui. Hein.
Enfin, Et s'il est puis à record après, d'influence, c'est grâce à on lui. va- pour remettre un peu, pour aller dans votre sens, on peut plus ou moins dire que de toute façon, Mourinho hors terrain est un des meilleurs coachs. Je veux dire, il prend la lumière en communication, ça donne de l'espace à son groupe, et puis il est extrêmement fort en zone mixte. Ça a matché direct avec. Enfin voilà, on a déjà vu à la Roma, il y a déjà des images marquantes de lui qui bouffe sa pizza dans le bus après la victoire, etc. Il sait très bien faire ça. On peut se demander s'il en a pas un peu oublié le terrain à force de devenir un petit peu une bête de scène et une bête de communication. Il n'en est pas moins vrai que ça a toujours été un petit peu le cas. On pourra pas tout dire sur Mourinho, il y a 10 000 trucs à dire. Alex vous a conseillé le très bon livre de Nicolas Villas sur lui. Il y a plein de choses sur Mourinho que vous pourrez aller chercher. On voulait juste rappeler quelques anecdotes un peu sympas et expliquer, comme l'a très bien fait Motas, pourquoi ça a l'air de marcher à la Roma et dans le cœur des Romains. On va peut-être s'intéresser aussi à l'équipe, parce qu'on dit oui, le jeu de la Roma, etc. Faut pas non plus, enfin voilà, quand on regarde l'effectif de la Roma, c'est pas l'effectif de l'Inter, c'est pas l'effectif de Naples, c'est pas l'effectif de Milan. Il a aussi un matériel à disposition qui est pas le plus foldingo, les gars. Non, non, c'est sûr. Après, il y a quand même des mecs à mettre en avant. Moi, je vais parler de la défense. Un des points sur lequel, bon, faut savoir que Mourinho, quand il arrive dans un club, il faut sortir le carnet de chèques et si tu lui donnes pas ce qu'il veut, souvent il a tendance à vite prendre la mouche. Et quand il arrive, je crois que c'est lui qui insiste beaucoup pour avoir Rui Patricio, qui est un excellent gardien, hein, mais qui, depuis qu'il est arrivé, on peut dire qu'il y a un peu le profil, il fait pas de conneries, mais il fait pas rêver non plus. Le patron en défense, même si je crois qu'il était pas, je suis pas sûr qu'il était titulaire contre le Bayern à l'aller, mais c'est Smalling qui effectivement c'est la grande interrogation. Mais bon, comme tous les gens qui sortent du bourbier Manchester, il y en a quand même quelques-uns qui arrivent à revivre après ça, mais qui est vraiment très bon. Il est entouré souvent de Mancini et de Ibanez qui sont des défenseurs somme toute corrects, mais qui en tout cas dans le contexte romain sont pas non plus exceptionnels. Pas mal J'entendais, Mancini quand même. ouais, bah moi j'avais plus parlé de Ibanez que j'imagine capable de performances plus hautes, mais peut-être aussi dans une équipe qui tourne mieux avec un projet de jeu un peu différent. Donc voilà, c'est des noms qu'on connaît, mais qui sont pas non plus des stars et des références à leur poste niveau international, quoi. Ok. Qui nous parle un peu du milieu? Ouais, bah alors le C'était toi, milieu, Jacques? c'est pareil, niveau effectif, ça reste assez limité. Donc je parlais tout à l'heure des bons coups qui ont été réalisés. Il y a des profils assez travailleurs qui vont s'inscrire du coup dans cette philosophie un peu de jeu de Mourinho très défensive. Donc il a fait donc il y a eu Matic notamment qui a été recruté. On a aussi Madi Camara qui est amené à moins jouer. Donc les titulaires ce serait avant tout plutôt Nemanja Matic. Et à côté, un profil un peu plus créateur que moi j'aime beaucoup et qui est très jeune et qui joue de plus en plus, c'est Eduardo Bové, qui peut aussi jouer un peu plus haut sur le terrain. Mais heureusement que lui est là. Et pareil pour un Wijnaldum quand il n'est pas blessé, parce que sinon au milieu, on est aussi très vite limité. Il y a aussi Cristante qui est au milieu, Alors après, ouais, c'est ce que j'allais dire. Après, au milieu, t'as quand même Brian Cristante qui est pas un mauvais joueur de foot. qui est pas un mauvais joueur de foot, Ouais, mais il est pas en odeur de sainteté à Rome, hein. ouais, qui est pas très aimé et enfin, personnellement, moi, je vois pas ce qu'il apporte non plus de plus. Alors là, j'ai vu que ces derniers matchs, il était repositionné aussi en défense centrale, sûrement pour pallier des absences. Mais le milieu titulaire, en ce moment, j'ai l'impression que c'est plus un milieu Matic, Bové, et accompagné d'un Lorenzo Pellegrini, donc, qui est arrivé il y a 3 ans maintenant, je crois, en provenance de Sassuolo, et qui lui est amené à jouer plus haut sur le terrain, donc soit au poste de 10 ou alors qui peut être repositionné en tant qu'ailier. Parce que ça pour le coup, par Oui. contre, c'est un des points forts de l'effectif de la Roma, c'est que les joueurs sont utilisés à des postes très différents par Mourinho à chaque fois. Ils peuvent jouer un peu partout, que ce soit les pistons qui peuvent jouer en ailier, les milieux qui peuvent jouer sur les côtés. Donc Euh, Est-ce que tu veux nous parler un peu de l'attaque? Parce que pour le coup, on parlait de l'effectif un peu faiblard, que ce soit au milieu ou en défense. Devant, il y a quand même des noms un peu sexy, hein. Bah, devant, il y a plusieurs noms sexy. Il y a évidemment Paolo Dybala, qui pour le moment en est à 11 buts. Alors c'est pareil, Dybala c'est toujours un peu intermittent, on ne sait jamais trop comment ça va fonctionner ou pas, mais bon, quand il est en forme, il est leader, quand il est en forme, il est buteur, etc. Puis il joue peut-être un peu plus haut que ce qu'il jouait à la Juve, ce qui peut-être lui va mieux aussi maintenant parce que le focus est moins sur lui.
Il y a évidemment l'incroyable Temi Abraham qui, honnêtement, moi, j'ai toujours pas tellement compris ce qu'il faisait ici parce que les Anglais qui réussissent en Italie, franchement, on les compte sur les doigts de la main. Ouais, Mais les Anglais qui réussissent ailleurs. ouais, exactement. Ouais. De manière générale, tu as tout à fait raison. Et pour le coup, lui, ça marche. Alors, c'est pareil, c'est un joueur qui a beaucoup de personnalité, donc parfois c'est un peu trop, on peut lui reprocher aussi ce genre de choses. Il est aussi un peu instable dans la manière dont il peut enchaîner les matchs, mais toujours est-il qu'il est là. Il y a également El Shaarawy qui, certes, n'est pas souvent titulaire, mais qui est beaucoup rentré en jeu cette année, qui en est déjà à 5 ou 6 buts, je crois. Et il y a quelques autres noms ronflants. On a, alors qui joue en plus en ce moment, Bellotti, qui pour le coup n'a toujours pas marqué, mais qui pareil incarne un peu cette espèce de foot italien de club, le Toro qui a joué pendant des années au Torino, qui était d'ailleurs une des idoles des supporters du Torino. Je me demande comment là-bas ils ont vécu son départ à la Roma. Donc effectivement, il y a quelques noms ronflants, mais après ça manque, comme dans cette équipe, un peu de stabilité aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on le 11 qui se dégage, il est pas toujours le même. On n'a pas un espèce de truc écrit sur le papier comme on peut avoir dans d'autres clubs en Europe. Ok, bon, on a fait une petite revue d'effectifs. De toute façon, ce qui est intéressant de voir, après, on n'a pas parlé des pistons aussi en cette défense à 3. On a souvent à droite, on a Zeki Çelik, il me semble. Ouais, Euh, Tout à fait. Et Spinazzola de l'autre côté, en fait, c'est un peu un calque du système d'Igor Tudor, mais avec beaucoup moins d'intensité. Et en fait, on est sur une forme de 3-4-3 avec 2-10 qui seraient Dybala et Pellegrini et Abraham devant, quoi. Mais juste pour rajouter un tout petit mot sur Abraham, pour pas lui jeter la pierre et redire que c'est quand même compliqué quand t'es un neuf de jouer dans le système de Mourinho parce que tu passes quand même 80% de ton temps à faire du pressing, à jouer des ballons de la tête. Enfin, c'est pas c'est pas la partie la plus plaisante, je pense, oui. de sa carrière, quoi. Bon, après, parfois, il aime bien jouer. C'est un très bon joueur de remise, un très bon pivot. Je pense qu'on a dressé un tableau à peu près cohérent de ce qu'est l'équipe de Mourinho. On l'a bien compris. Il n'y a pas d'énormes surprises, de toute façon, avec notre ami José. Hein. C'est une équipe très besogneuse qui s'en remet de temps en temps à des petits coups du sort ou à des personnalités très créatives comme Dybala ou autre. À voir si Mourinho arrive à faire le coup de force de gagner l'Europa League. Il serait le premier coach d'ailleurs, il me semble, à gagner évidemment la Conference League, l'Europa League et la Ligue des Champions. On va suivre le match. Donc pour vous, c'est le match d'hier. Nous, on n'a pas le résultat. On va regarder ça ce soir contre le Leverkusen de Xabi Alonso. On va regarder ça, les gars. On finit un peu sur le côté traditionnel. On a l'habitude dans Poto Carré maintenant. Vous, comment vous voyez dans un avenir proche, moyen, l'avenir de la Roma? Je veux bien commencer parce que ça va aller très vite. Déjà, j'ai du mal toujours, comme tu le sais, Jules, à chaque fois que tu me poses cette question, à viser juste et à me projeter dans un futur quand on parle de ces clubs-là. Et alors, si tu veux, quand on parle du foot le plus instable et du club dans le championnat du foot le plus instable avec l'entraîneur probablement le plus instable de ces dernières années, je vous donne la parole, messieurs, parce que moi, je n'en sais absolument rien, tellement tout peut aller vers la gauche ou vers la droite en une fraction de seconde dans cet environnement-là, quoi. Après, je parlais surtout du projet américain, hein, presque mettre Mourinho de côté, voir où est-ce qu'ils veulent amener la Roma, comment ça va se construire selon vous. C'est vraiment des pronostics. écoute, déjà, faudrait voir si, juste pour finir sur Mourinho, faudrait voir déjà s'il va continuer l'aventure l'année prochaine. Parce que lui, il se plaint quand même du manque d'effectifs pour son équipe. Mais Friedkin n'a pas l'air de trop réagir là-dessus. Et pareil, il aimerait être prolongé. Pour l'instant, il n'a aucune garantie de prolongation. Donc, il y a pas mal de rumeurs qu'il envoie ailleurs, notamment au PSG. Donc, déjà, il faudra voir ça. Et après, voir aussi sur les saisons à venir si la Roma met les moyens. Parce que le Friedkin Group a quand même racheté la Roma pour près de 600 millions d'euros. Comme on l'a dit, alors avec le fair play financier, ils ont beaucoup dû dégraisser. C'est parti sur des bons coups. Mais avec, comme tu disais, Jules, tous les ogres qui se sont réveillés en Italie, il va aussi falloir mettre les moyens parce que sinon, je les vois mal intégrer de nouveau le top 4 qui a l'air déjà bien en place avec la Juve, le Napoli et les 2 Milan. Alex, même avis? Ouais, et puis pas oublier la Lazio aussi, qui est Ouais. aux dernières nouvelles toujours devant la Roma. Non, en fait, Thomas, il résume super bien le truc. C'est tellement instable. Moi, plus qu'un avis, c'est une. Enfin, si, c'est un avis en fait. C'est juste avec Mourinho, j'y crois pas, tu vois. Parce que pour moi, ça me fait chier de le dire. Je l'ai adoré, ce mec, il m'a fait rêver, mais pour moi, c'est un mec qui est dépassé. Alors, si l'idée, c'est
de simplement exister sur la scène européenne et de faire tous les ans 6e, 7e en championnat, why not? Mais la Roma n'a pas des fonds illimités. Comme on le disait, ils sont encadrés par le fair play financier. Ils vont jamais claquer du 80 millions l'été prochain pour sortir une grosse recrue. Peut-être que ça a saoulé Mourinho, peut-être qu'il va partir, et peut-être qu'on parlera de la Roma l'année prochaine avec, j'en sais rien, moi, un De Zerbi, où tu vois un mec qui a des vraies idées de jeu et que ça marchera tout aussi bien, si ce n'est mieux. Donc, Ouais, après oui, c'est ce que tu disais. Après, outre le fait qu'il soit dépassé, il y a surtout un côté où Mourinho n'a jamais été un grand bâtisseur de projet. C'est un mec de coups, de mission, qui vient là 2-3 ans, qui se tape très fort et qui repart, et c'est dur de reconstruire derrière lui. Donc en effet, on a presque envie de voir Mourinho, pas Mourinho, pardon, la Roma dirigée par un mec qui va construire un projet un peu sur le long terme. Tu veux rajouter un truc, Motas, avant qu'on passe aux Ouais, chroniques? c'est qu'il a aussi une tendance, Mourinho, et je suis assez Alex sur cet aspect-là. C'est qu'il a quand même la fâcheuse habitude de souvent faire la saison de trop ou le temps de trop, disons. Et je me dis que si jamais cette année ça gagne l'Europa League après avoir gagné la Conference League, il partirait peut-être pas de lui-même, alors que ce serait peut-être le bon moment, Ouais. justement, tu vois, pour recentrer le projet ailleurs, quoi. Ouais, c'est vrai que ce serait très bien. Il serait venu, il aurait gagné ses 2 coupes d'Europe, il serait reparti. Mais après, j'y crois pas un instant, connaissant la personnalité du bonhomme. Je pense qu'il va s'enliser dans un truc avant de s'embrouiller avec tout le vestiaire, de la femme de ménage au comptable, en passant par le président. Merci les gars, on va voir et on va prier pour que notre karma ne soit pas aussi efficace que ça et que la Roma ne soit pas déjà éliminée de l'Europa League quand cet épisode va sortir. Je propose maintenant qu'on passe à vos chroniques, les gars. Zach, tu vas nous parler de ces clubs en PL qui risquent de tomber dans l'enfer du Championship. Ouais, c'est ça, j'avais envie d'évoquer la lutte pour le maintien en Première Ligue. Flo avait parlé il y a quelques semaines de la lutte acharnée pour le maintien en Ligue 1, et celle-ci semble désormais se jouer uniquement entre Auxerre et Nantes. En Angleterre, le suspense est encore plus grand, alors qu'il ne reste que 2 matchs à jouer. Si c'est désormais officiellement fini pour Southampton, tout reste encore possible pour Leicester, Leeds et Everton, qui se tiennent en seulement 2 points. Nottingham Forest peut également encore descendre, mais ses 3 points d'avance sur la zone rouge lui laissent une marge un peu plus confortable. L'envie d'écrire cette chronique, elle m'est avant tout venue car j'ai mal en regardant ce bas de tableau, composé de 4 équipes auxquelles je suis attaché d'une manière ou d'une autre pour des raisons bien différentes. Et du coup, j'avais envie de rendre un petit hommage à chacun de ces clubs. Commençons déjà par l'équipe reléguée, Southampton, qui retrouve la Championship après 11 ans de suite passés dans l'élite. Si je n'ai pas d'attache particulière pour les Saints, ils m'auront tout de même fait vibrer entre 2014 et 2016 sous la direction de Ronald Koeman, avec une équipe très compétitive. Sadio Mané, Dusan Tadic, Graziano Pellè, Virgil van Dijk, José Font ou Shane Long, sans oublier le pied magique de James Ward-Prowse. Une formation qui a réussi l'exploit de finir à une 6e place qualificative pour l'Europa League lors de la saison 2015-2016, devant des équipes comme Chelsea et Liverpool. Tant qu'on y est, restons sur cette année 2016, qui aura forcément marqué les esprits de l'ensemble des fans de football. Cette année-là, c'est celle du sacre du Leicester de Claudio Ranieri, fraîchement promu, et qui, avec un effectif pourtant peu flamboyant, mais on ne peut plus solidaire, a roulé sur le championnat anglais. Comme beaucoup, je me suis pris au jeu cette saison-là d'espérer voir les Foxes tenir jusqu'au bout. Cet exploit porté par le duo fabuleux Vardy-Mahrez et soutenu par le trio au milieu Kanté, Kanté et Kanté s'inscrit parmi les plus grands exploits de la Première Ligue. Par la suite, les Foxes ont continué de briller, atteignant les quarts de Ligue des Champions et remportant la FA Cup et le Community Shield en 2021. Cette année, plusieurs facteurs peuvent expliquer le craquage de Leicester. Sur le terrain d'abord, entre des mauvais choix de recrues, des joueurs vieillissants, un Schmeichel qui n'a pas été remplacé, ou un manque d'investissement des joueurs sur le terrain. Le club a également rencontré des difficultés économiques, notamment dues au Covid, mais aussi au financement d'un centre d'entraînement ultramoderne qui a empêché le renouvellement d'effectifs promis aux supporters. Un ensemble de mauvaises décisions qui a fini par amener les Foxes à cette terrible 19e place. Pour inverser la tendance, ils devront obligatoirement prendre des points face à Newcastle et West Ham lors des 2 dernières journées. Un calendrier peu avantageux, similaire à celui de Leeds, qui se déplacera chez les Hammers avant de recevoir Tottenham. Cet historique de Première Ligue avait retrouvé l'élite en 2020 après 16 ans d'absence. Un retour mené à l'époque par Marcelo Bielsa, récemment nommé sélectionneur de l'Uruguay, qui avait conduit son équipe à une belle 9e place en championnat en proposant une intensité folle à chaque match. Cette euphorie n'aura duré qu'un an puisque les Peacocks avaient déjà frôlé la relégation la saison dernière.
et les départs de Rafinha et Calvin Phillips cet été n'ont pas aidé à pouvoir espérer mieux, et les condamnent à passer devant un autre historique, Everton, pour sauver leur peau. Parmi toutes les équipes citées, ce sont sûrement les Toffees qui vont le plus me manquer en cas de relégation. On fait comment, nous, avec Flo, l'année prochaine, sans le derby de la Mersey? Déjà qu'on est sous antidépresseur à cause du PSG, on veut nous priver d'un de nos rares moments de joie. Entre le but ubuesque de Divock Origi dans les arrêts de jeu en 2018, le 5-2 en 2019 ou le 4-1 de 2021, les Reds ont encore plein de belles leçons à donner aux Toffees. Plus sérieusement, une relégation d'Everton serait un événement notable dans l'histoire de la Première Ligue. Le club n'a en effet pas été relégué depuis 1951, plus longue série en cours derrière Arsenal. Avec un déplacement à Wolverhampton et la réception de Bournemouth, les Toffees bénéficient tout de même d'un calendrier plus favorable que leurs concurrents pour éviter ce désastre. En résumé, une page de la Première Ligue risque de se tourner en fin de saison. Et je tenais donc à passer quelques remerciements avant d'achever cette chronique. Tout d'abord, un grand merci à Southampton d'avoir contribué à la victoire de Liverpool en Ligue des Champions en nous envoyant Mané et Van Dijk. Merci à Leicester d'avoir rendu l'impossible possible. Merci à Leeds d'avoir offert à Bielsa une aventure anglaise. Et enfin, merci à Everton de bien vouloir se maintenir pour perpétuer le derby. Merci Zach. Alors comme pour te répondre à ta chronique, Zach Motas, tu vas nous parler toi de ceux qui vont remplacer ces historiques qui risquent de descendre en Championship. L'an prochain en Première Ligue, on risque d'avoir 3 montées et pas des moindres. C'est ça. Et alors, en fait, je vais faire un petit update de ce qu'on voit en ce moment dans notre football. Et justement, je me suis dit que j'allais faire un petit focus et répondre à Zach sur cette question et me concentrer surtout sur le barrage actuellement pour la montée en Championship. Parce que depuis hier, on connaît l'affiche de la finale du barrage de Championship, pardon, et c'est plutôt une surprise. Parce que si vous parliez d'historique tout à l'heure, là, ce sera Luton contre Coventry. Et comme nous dirait notre ami Tom Abadis en notre conversation WhatsApp, je relis le message, un parfum d'année 90. Et qu'est-ce qu'il a mis derrière? Et je suis en fait pour Luton depuis 2017. Je ne l'avais dit à personne. Mais pardon. Enfin, c'est un peu long. Bref, et même si beaucoup voyaient déjà remonter Sunderland éliminé avant-hier et en demi-finale de play-off du coup, qui avait assaini son bilan financier, qui s'était retourné au football après les années Netflix, ou que perso, moi j'aurais préféré voir Millwall en Première Ligue, qui finalement finira à 1 point des barrages dans un sprint final qui aura vu le club s'essouffler, au même titre que West Brom, Blackburn, Swansea, donc que des clubs historiques encore. On doit bien admettre que cette affiche-là, c'est une surprise. Donc tous les deux vieux clubs du foot anglais, créés à la fin du 19e siècle, il n'en reste pas moins que cette affiche, elle est plutôt inattendue, tant les deux paraissaient endormis. Donc, d'un côté, on a les Oranges de Luton, le club de la ville du Bedfordshire, disparu en 92 après quelques soucis structurels et qui a jamais fait mieux que 7e de Première Ligue en 86-87 et qui n'est remonté qu'en 2019-2020 en Championship après, je vous dis, une disparition en fin 92. Et à entendre ou lire les dirigeants hier après la qualif, on croyait presque qu'eux-mêmes ne savaient pas très bien ce qu'ils faisaient là, quoi. Et de l'autre côté, on a les Bleu Ciel et Blancs de Coventry City qui, eux, ont éliminé hier soir Middlesbrough. Donc, c'est pareil, Middlesbrough, on parle de clubs quand même nettement plus fameux. Et autre club qu'on aurait mieux vu à leur place. Et à part un titre en Cup en 87, Coventry, c'est un peu pareil. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le club végète depuis un bon nombre d'années dans le championnat de seconde division, entre 9e quand ça va bien, 15e quand ça va moins bien. Et ça semble très bien leur convenir. Donc du coup, vous l'aurez compris, c'est une affiche qui sent bien la seconde division et pour décider qui suivra Burnley et Sheffield United, qui pour le coup, eux, ont affiché des ambitions et un projet sportif dès l'entame de la saison. Là, rien de tout ça. Donc je vous donne rendez-vous dans 10 jours. J'espère que d'ici là, les deux clubs se seront projetés, se seront réveillés dans ce qui les attend, etc. Équipez-vous de vos meilleures bières, Fish and Chips, Oasis, les Stones ou The Streets dans les oreilles, parce qu'une chose est sûre, vous serez bien en Angleterre. Et Jules, juste, je me permettais du coup de faire ce focus-là parce que le paradoxe, il est intéressant. Quand je me dis qu'une de ces deux équipes, elle va rejoindre Manchester City et la leçon de football qu'ils ont vécu hier. Donc, je vous le dis, on enregistre, comme l'a dit Jules, on enregistre cette chronique le jeudi. Je comptais absolument pas en parler. On débriefe rarement les matchs. Mais vraiment, ce qu'on a vu hier du futur champion d'Angleterre de Manchester City, c'était honnêtement, je me rappelle pas avoir vu ça récemment dans le foot. Une telle justesse. Tous à quel point ils ont maintenu leur partition. Vous parliez de Walker, Gundogan, mais
On peut même parler de l'entrée de Phil Foden, par exemple, qui a joué que 10 minutes, mais qui a été exceptionnel. Grealish, qui était totalement aux oubliettes, qui, je pense, est à 110% de passes réussies, tellement tout était juste. Kevin De Bruyne, qui a été plutôt discret, mais la première passe qu'il met dans l'intervalle pour Bernardo pour le premier but, c'est exceptionnel. Même Haaland était un peu chiant à côté de tout ça, quoi, si vous voulez. Donc, voilà, je voulais... Ouais. T'as bien raison. Je me dis que si l'année prochaine, il y a Luton, Manchester City, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Non, mais t'as bien raison. C'est vrai que en plus, j'ai failli faire mon intro dessus, notamment sur le travail que Guardiola a encore fait, par exemple, avec un Grealish, en le travaillant John petit à Stone, petit. quoi, c'est exceptionnel, franchement. Mais en tout cas, des frissons. Mais en tout cas, pour revenir à ta chronique, on peut être que heureux, c'est un vent de fraîcheur parce que Borough et Sunderland, s'ils étaient revenus, on aurait été ravis qu'ils reviennent en première ligue. Mais Luton et Coventry, c'est des petites surprises, des petites interrogations. On est content de voir des clubs qu'on n'a pas connus en première ligue, nous. Et pour finir avec ces petites chroniques, Alex, toi, tu vas nous parler des clubs français qui, aux surprises, t'ont déçu. Ouais. 3 matchs, c'est ce qui nous sépare du grand dénouement et forcé de constater que tu avais vu juste, mon Jules. Parce que je me rappelle, et nos fidèles auditeurs s'en souviennent, d'une chronique que j'avais faite la saison dernière pour parler des résultats exceptionnels des clubs français en Coupe d'Europe, et c'était le cas à l'époque. Il y avait un fond de jeu chez plusieurs équipes, l'arrivée d'entraîneurs frais et nouveaux, et finalement, je témoignais du plaisir que je prenais à suivre nos équipes en championnat. Je me revois plein d'enthousiasme à vanter les mérites d'une Ligue 1 séduisante, et tu m'avais lâché à la fin de la chronique un gros « ouais, je pense que ça va pas durer ». Bam, dans ma gueule. On est 1 an plus tard et l'heure est au bilan et c'est pas beau à voir. L'Europe déjà, qui a brisé toutes mes émotions très vite. C'est difficile de s'emballer pour son équipe quand elle se fait tarter tous les mercredis sur la scène européenne. La saison commence, il y a du jeu, de l'émotion, et puis arrive Francfort, arrive Tottenham, et tu reconnais plus rien. Quelle valeur ça a au final de briller dans son championnat pour faire pitié face aux autres pays ? On entend souvent parler des 5 grands championnats européens, mais en fait, qui nous a donné notre ticket d'entrée ? Qui a laissé la France entrer dans le carré VIP ? Personne. En tout cas, c'est pas l'histoire qui va plaider en notre faveur. Je parlerai pas de Rennes, de Monaco, du PSG et encore moins de l'illusion niçoise. Je laisse chaque supporter se regarder devant une glace et se confronter à cette terrible question. Que vaut mon équipe ? Mais avançons dans la saison. Les matchs passent et on devient amnésique. C'est la force du foot, c'est que l'émotion revient. C'est là où, d'une certaine manière, le supporter est bête, c'est qu'il croit, il espère toujours. Les belles idées du début de saison font maintenant place à une forme de redondance ennuyeuse. Lyon est à la rue, Monaco n'a plus aucun point de repère, Paris s'en fout complètement, Rennes est absent et Nice fait croire que, mais en fait non. Lille crée sans concrétiser et dans les grands du championnat, seuls Lens et Marseille font le show. Mais quand bien même, l'année où le PSG est le plus risible de son histoire, les 2 outsiders n'arrivent jamais à s'en rapprocher et dans leur petite finale, donc ce fameux Lens-Marseille que j'espère vous avez tous regardé, malgré un engagement de fou, malgré la volonté de bien faire, on est obligé de constater des lacunes techniques très fortes de la part des 2 équipes et je maintiens pourtant que c'était un super match. Alors on tourne la tête, on s'enthousiasme sur Reims, sur Lorient, sur Clermont, mais on comprend plus grand-chose en fait. Aucune équipe n'a de certitude, la qualité de jeu est assez faible et finalement le constat implacable tombe et revient comme à chaque année, on est très loin des autres championnats européens. Est-ce qu'un jour on sera capable de passer un cap ? D'aborder une équipe ukrainienne, belge, roumaine ou moldave sans se dire qu'on va pas passer pour des cons. J'en rêve, mais je suis loin d'en être persuadé. Ouais, merci Alex. Alors l'avantage c'est que l'an dernier tu avais fait la chronique inverse et on a vu ce que ça a donné avec le légendaire Karma de 11e art. Là peut-être qu'avec ta chronique dépressive l'an prochain on va avoir 2 finales françaises en Europe. Merci à tous à nouveau de nous avoir écoutés et de continuer à nous suivre même si notre concurrent principal le Soleil nous fait un petit peu de mal ces derniers temps. On espère continuer à faire du contenu pour vos trajets de l'été en voiture. Comme ça, si vous en avez arrêté 3-4 en juin, vous vous rattraperez en juillet. D'ici là, portez-vous bien, profitez du soleil et de vos proches et profitez aussi de la victoire de l'Inter contre City en finale de Ligue des Champions.